Salut nostalgique. Bon, aujourd'hui on va parler d'un shoot 'em up plutôt sympa de la NES, Tailspin de Capcom, sorti en 1991. Alors, le jeu est inspiré de la série Super Baloo de Disney, diffusée entre 1990 et 1991. Alors, vous savez, on a coutume de dire que les shoot 'em up sont des jeux ultra difficiles, mais là, pour celui-là, franchement, pas besoin d'être une lumière, hein. C'est vraiment finger in the nose tellement que le jeu est facile. Non, franchement, Tailspin c'est tellement simple que vous pouvez même faire deux choses en même temps pendant que vous jouez au jeu. Jouer et chanter Au feu les pompiers. Non mais hé les gars, le truc des pompiers ça va, c'était une blague, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il se passe quoi là? La régie? Ouh, y a quelqu'un? Et quoi, vous avez oublié de payer la facture d'électricité ou quoi? Bon les gars, ça va, c'était drôle 5 minutes, mais remettez-moi le décor là, please. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Putain, mais où est-ce que je suis là? Où est-ce que j'ai atterri, bordel de merde? Oh putain, c'est pas vrai. Comment je vais faire pour sortir cette galère, moi? En plus, j'ai des potes qui devaient passer prendre l'apéro à midi, merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, je commence à comprendre. Silent Hill, ce jeu incroyable, exceptionnel et unique en son genre, ce jeu qui m'a marqué à vie, a bouleversé à tout jamais ma vie de gamer et forgé durablement ma vision de la création artistique dans le monde des jeux vidéo. Je suis sûr maintenant que si je veux quitter ce cauchemar, je dois trouver la solution là-dedans. Il y a forcément une solution, il y en a toujours une. J'ai passé ma vie à jouer et à rejouer à ce jeu, je suis sûr que je vais m'en sortir. Allez Lord, faut y croire! Silent Hill, hein. Difficile de parler d'une saga vidéoludique aussi exceptionnelle sans tomber dans les superlatifs les plus extrêmes, car justement tout semble avoir été fait de manière extrême et unique dans ce jeu. Silent Hill, c'est juste mon jeu fétiche et pour moi le plus grand jeu qui ait jamais été conçu. Oui monsieur, parfaitement, oui. Alors le jeu sort sur la PlayStation en 1999 et devient l'un des titres emblématiques de la console de Sony et des survival horror. Un homme ordinaire perdu dans la ville fantôme de Silent Hill, un secret terrible, un monde des ténèbres qui dévore la ville progressivement, des monstres surnaturels, une secte qui vénère un démon, des fanatiques religieux, une jeune fille torturée. Comment rester insensible à des thèmes aussi durs, aussi sombres et aussi extrêmes pour un jeu vidéo à cette époque? À l'origine du titre, il y a tout d'abord la création d'une petite équipe de programmeurs liée à Konami Computer Entertainment Tokyo, ou KCET, une filiale de Konami Corporation basée à Tokyo. Silent Hill est un survival horror, sous-genre du jeu d'action dans lequel un ou plusieurs personnages doivent lutter pour leur survie dans un environnement horrifique et sanglant. Alors bien évidemment, comme on s'en douterait, le genre du survival horror est directement inspiré du cinéma d'épouvante et d'horreur américain. Alors les premiers jeux de ce genre sont apparus dans les années 80, suivis de classiques comme Alone in the Dark d'Infogrames en 92 et surtout l'incontournable Resident Evil de Capcom en 96 qui va lancer la mode du survival horror pour de bon. Bon, je pourrais aussi vous parler de la série des Clock Tower, des Parasite Eve ou des Sirènes, mais il s'agit d'un tout autre sujet donc je vous propose qu'on passe immédiatement à la suite. Alors pour en revenir à Silent Hill, comme je sais que vous aimez bien les anecdotes, sachez que Silent Hill était le titre provisoire de la version bêta du jeu, qui devait s'appeler Shizuoka, en référence à une ville japonaise qui, traduit littéralement, signifie colline calme. Mais comme l'équipe souhaitait exporter le jeu aux États-Unis, ils décidèrent finalement de conserver le titre Silent Hill, qui, traduit littéralement, signifie la colline silencieuse. Wow, génial l'anecdote! Quoi, comment ça? Ah ouais, vous voulez pas un cours d'histoire-géographie? Ouais, ok, oh, mais ça va, je le prends bien, c'est bon. Allez, à la suite.
Alors le jeu a été conçu par la Team Silent, une équipe de développeurs et de programmeurs qui ont travaillé sur d'anciens projets de Konami. Alors le développement de Silent Hill débuta en septembre 1996 avec environ une quinzaine d'artistes provenant d'horizons divers. Alors il faut savoir que ces gens-là étaient un peu des outsiders, dans le sens où Konami les avait mis volontairement de côté à cause de leurs précédents échecs et leur incapacité à développer quoi que ce soit dans un premier temps. Mais bon, quand on connaît le succès incroyable qu'a eu Silent Hill et ses suites, on peut donc dire que c'est une sacrée revanche à vie pour ces gens-là. Alors initialement, Konami voulait faire un jeu d'action pour le marché américain, inspiré du cinéma hollywoodien. Projet mercantile s'il en est, qui fut rapidement tombé aux oubliettes, car le temps passant, les programmeurs en panne d'inspiration ont fini par se rebeller et décidèrent de concevoir leur propre jeu à leur façon, avec leur sensibilité artistique personnelle. C'est ainsi que l'équipe eut l'idée inédite d'inclure une dimension de peur psychologique dans le récit, davantage inspirée de l'épouvante japonaise, de la littérature ou du cinéma fantastique américain, le tout supervisé par le réalisateur Keishiro Toyama et le producteur Gozo Kitao, l'un des hommes clés de la saga Silent Hill. Et justement, qui sont ces hommes et ces femmes qui constituent la Team Silent? C'est un reportage que nous propose Dave Paddle et quand Game Over. Mais non, mais je déconne, évidemment qu'on va pas faire un reportage à Tokyo avec les gens qui ont travaillé à Konami, vous croyez quoi Bon, allez, la suite. Ça fait plus d'1 heure que je suis coincé dans le monde alterné de Silent Hill, et je crois que je vais commencer à devenir dingue. J'entends des bruits, j'entends des choses au fond du couloir, mais je vois personne. J'arrive plus à savoir ce qui est réel ou ce qui l'est pas. On se calme, il faut... y a quelqu'un! Montrez-vous! Je suis sûr que j'ai vu quelqu'un passer là. Bon, il faut réfléchir. Je m'interroge au sujet de ce jeu. Vous savez, moi je crois que ce qui a fait la différence avec Silent Hill, c'est le point de vue artistique de ses auteurs. Le réalisateur Keishiro Toyama et le compositeur Akira Yamaoka, par exemple, ont étudié les beaux-arts au Japon. Yamaoka s'est même orienté par la suite vers une carrière de musicien-compositeur et se verra confier l'un des postes clés de Silent Hill, programmeur des sons et compositeur des musiques d'ambiance du jeu. Takayoshi Sato, l'homme qui a conçu les personnages et les cinématiques CGI du jeu, était à l'origine un peintre spécialisé dans la peinture à l'huile, donc vous voyez, rien à voir avec les jeux vidéo. Et pour souligner son état d'esprit, je mentionnerai cette interview durant laquelle Sato aurait déclaré que la plupart des jeux se ressemblent tous selon lui. Action, FPS, MMO, TPS, jeux de sport, tout ça ne laissant finalement que très peu de place à la création artistique. Encore une fois, on voit là un sujet récurrent, une vision artistique inédite sur le monde des jeux vidéo, ce qui prouve bien que Silent Hill doit beaucoup à la vision personnelle de ses auteurs, qui avaient donc un point de vue différent de ceux des programmeurs et des infographistes habituels, formatés par l'industrie des jeux vidéo. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été attiré par les histoires au cinéma, dans les BD ou dans les livres. Alors c'est pour ça que j'aimais bien quand un jeu racontait une histoire. Ah, ok. Alors c'est pour ça que tu passais tout ton temps à jouer à Shoot'em Up. Mais ta gueule, merde, tu fous en l'air ma réplique nostalgique, connard! Par exemple, à chaque fois que mes parents m'ont acheté un nouveau jeu sur NES ou sur Game Boy quand j'étais gamin, la première chose que je faisais, c'était de lire le résumé du scénario dans le manuel du jeu. Ok, alors bon, ça allait pas très loin la plupart du temps sur ces jeux à cette époque, mais j'étais pas encore préparé à la claque monumentale que j'allais me prendre sur Silent Hill. Tout le jeu se déroule dans la ville de Silent Hill, qui est une ville touristique, une station balnéaire située dans l'état du Maine aux États-Unis, probablement en référence au roman de Stephen King, dont la plupart des histoires se déroulent souvent dans le Maine, comme les villes fictives de Derry ou Castle Rock. T'es sûr, Lord? Parce que je viens de regarder sur une carte des États-Unis, j'ai pas trouvé. Putain. Non mais t'es né con ou tu prends des cours du soir là? Non mais tu comprends ce que ça veut dire quand je dis ville fictive? Ah, d'accord. Bon, bref. Oh, pardon. Évidemment que la ville de Silent Hill n'existe pas pour de vrai, elle a été créée spécifiquement pour le jeu. Bah, quoique je dis ça, mais pour les besoins du film de Christophe Gans sur Silent Hill sorti en 2006, l'équipe de production se serait apparemment inspirée de la ville de Centralia qui se situe en Pennsylvanie aux États-Unis et qui partage de nombreux points communs avec Silent Hill. Il s'agit là aussi d'une ville fantôme ravagée par l'incendie d'une mine de charbon avec ses routes éventrées, son atmosphère brumeuse et suffocante. Chérie, fais tes valises, je sais où on part en vacances. Alors malgré les apparences et sa réputation, Silent Hill est aujourd'hui une ville fantôme sinistrée où tous les habitants semblent avoir mystérieusement disparu et où il s'est passé des choses absolument terribles. Des choses d'ailleurs que l'on va découvrir tout au long du jeu. On dirige l'écrivain Harry Mason, un homme ordinaire qui décide un jour d'accomplir un voyage à Silent Hill durant l'année 1983 avec sa petite fille Cheryl, jusqu'au jour où le véhicule fait une embardée et se croûte dans le décor. À son réveil, Harry découvre que Cheryl a disparu et se retrouve à l'entrée de la ville.
Premier élément troublant, il neige alors que l'histoire est censée se passer en plein été 1983. Ah génial, je vais pouvoir récupérer mes forfaits de ski. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous parler de ça aussi. Alors effectivement, une étrange brume recouvre l'ensemble de la ville, une brume surnaturelle d'origine inconnue, un peu comme dans The Mist de Stephen King. D'ailleurs, il y a des gens qui racontent souvent que Silent Hill devait être à l'origine une adaptation de The Mist. Alors ça, c'est une rumeur qui est répandue sur le net, hein. On sait pas si c'est vrai, ça n'a pas été confirmé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'équipe qui a bossé sur Silent Hill 3 a bien cité The Mist comme une de leurs références dans leur jeu. Bon, sinon, concernant la brume, en fait, il s'agit d'un petit truc des programmeurs. Explication. Bonjour, je fais partie de la Team Silent. Vous voulez programmer des décors sur une console techniquement limitée, mais vous ne savez pas comment faire? Chez Team Silent, nous avons la solution. L'effet de brouillard, 100% garanti à 100%. Vous allez programmer des décors, mais vous avez du mal à les faire apparaître à cause des limites techniques de votre machine? Pas de problème, utilisez le brouillard et tous vos souhaits seront exaucés. Ah j'adore, merci la Team Silent. Le brouillard, la solution à tous vos problèmes de programmation. Super. Existe aussi en version PlayStation 2 prochainement. Bon, revenons au scénario. Harry recherche Cheryl qui a disparu mystérieusement quelque part dans Silent Hill et décide de la suivre après avoir aperçu au loin la silhouette d'une petite fille. Dès lors, l'écrivain est témoin d'événements terrifiants. Du sang, des fauteuils roulants, des ruelles immondes, puis l'obscurité qui tombe soudainement alors qu'on est en plein milieu de la journée, un cadavre éventré accroché au mur, des créatures ressemblant à des enfants zombies, en tout cas dans la version japonaise, puisque ce détail a été censuré dans la version américaine et européenne, puis une mort violente, pris au piège un cul-de-sac, et enfin un réveil brusque dans un bar, comme si de rien n'était. Comment interpréter ce début? Était-ce un rêve? Et dans ce cas, quelle était la signification de ce rêve? Alors, Dr Freud, votre réponse à la question? J'ai le droit à un coup de fil à un ami? C'est comme si la réalité basculait d'un seul coup dans la folie et le chaos total, mais sans explication rationnelle. Et c'est tout ça qui fait l'intérêt de Silent Hill, justement. On ne sait pas d'où sortent les créatures, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il se met à faire nuit, on ne sait pas pourquoi tous ces événements arrivent, mais ils arrivent. Une secte connue sous le nom de l'Ordre a accompli il y a 7 ans un rituel de sacrifice humain à cause des croyances sataniques de l'étrange Dahlia Gillespie, principale dirigeante de l'Ordre, afin d'invoquer le démon Samael, vénéré par la secte, qui le considère comme un dieu. Alors, Dahlia Gillespie est d'ailleurs l'un des personnages clés du récit. C'est marrant, on remarque d'ailleurs que toute l'histoire de Silent Hill tourne principalement autour des personnages féminins. Ouais, voilà qui va plaire aux féministes. Bon, enfin, sauf que c'est pas si évident que ça, parce que par exemple, Dahlia Gillespie est l'un des personnages clés du récit, mais tous les personnages féminins sont pas forcément positifs dans Silent Hill. On a donc d'un côté les innocents comme Cheryl ou la policière Sybil Bennett qui se retrouvent impliqués dans cette histoire un peu par hasard, comme Harry, mais qui va l'aider tout au long du récit. On a aussi l'infirmière Lisa Garland, dont le look est inspiré d'une infirmière similaire aperçue dans le film L'Exorciste 3. Et à ce sujet, impossible de ne pas parler de la fameuse scène bouleversante de Lisa vers la fin du jeu, sûrement l'une des scènes les plus tristes que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Ouais, ça et la mort d'Aerys dans Final Fantasy VII. Puis de l'autre côté, on a Alessa, la jeune fille en partie responsable des événements étranges qui pourrissent Silent Hill, et complètement à l'extrémité, la diabolique Dahlia, une vieille rombière manipulatrice qui passera son temps à raconter des conneries à Harry pour permettre à l'ordre de stopper Alessa et terminer le rituel commencé il y a 7 ans. D'ailleurs, je me demande parfois si Dahlia Gillespie aurait pas servi d'inspiration pour le personnage de Sylvia Ganoush dans le film Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Bon, il y a aussi cet abruti de Michael Kaufman, le directeur de l'hôpital Alchemia, mais là j'en dirai pas plus pour éviter de trop spoiler pour ceux qui connaîtraient pas le jeu. Et de toute façon, on s'en fout un peu puisque moi je parlais des personnages féminins. Ouais, c'est de la discrimination. Chut, tu as terre, petit merdeux. Bref, je vais pas tout citer dans l'histoire, mais sachez que vous ne serez pas au bout de vos surprises. Mais avec tout ce que je viens de vous raconter, vous pensez pas qu'on tient là l'un des scénarios les plus énormes qu'on ait jamais inventé dans un jeu vidéo, sérieux? Il faut que je cherche quelque chose, je suis sûr que je passe à côté de quelque chose d'important. Mais quoi? Doit y avoir des indices pour me faire comprendre comment je peux quitter ce putain d'endroit. Oh la vache, ça pue! Oh, je crois que je vais essayer une autre pièce avant que je dégueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, voilà quelque chose d'intéressant.
Voilà, c'est vrai, cette découverte me rappelle que je dois aussi vous parler du gameplay de Silent Hill. Alors, vous savez, en dehors de son aspect de survival horror, comme je disais au début de la vidéo, Silent Hill, c'est aussi un jeu d'action en vue à la troisième personne, c'est-à-dire dans le dos du héros qu'on dirige, Harry Mason, dans un environnement 3D impressionnant pour l'époque, avec de nombreux effets de lumière, mais avec des graphismes un peu limités qui, c'est vrai, ont pas mal vieilli aujourd'hui, même si pour un jeu de PS1 en 99, c'était déjà assez spectaculaire. Et puisque je parle du jeu, je vous propose quelques secondes de gameplay sans commentaire. Mais justement, ce choix des graphismes parfois un peu sales, un peu pixelisés, était en même temps voulu pour concevoir une atmosphère étrange et angoissante, presque abstraite, et ce malgré le côté un peu cubique du look des personnages. À noter aussi les angles de caméra, souvent très cinématographiques, qui ont été particulièrement travaillés afin de susciter l'angoisse, le malaise ou la claustrophobie. Pour le reste, on doit affronter toutes sortes de créatures, vaincre des boss, traverser la ville pour trouver des objets ou des endroits, utiliser les cartes pour se déplacer dans la ville, etc. Les boss de Silent Hill sont souvent très impressionnants et en plus ils représentent toujours quelque chose de symbolique par rapport aux phobies d'Alessa. Mais là j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans le jeu. Une bonne partie du jeu repose sur l'importance de résoudre des énigmes, des puzzles en tout genre, le plus difficile étant probablement l'énigme des oiseaux sur le piano ensanglanté qui se situe dans la salle de musique au 2e étage de l'école Midwich. Sans déconner, le mec qui a joué au jeu et qui me dit qu'il a pas galéré sur cette énigme, c'est un gros menteur, sérieux. Non, c'est juste que t'es nul. C'est ça, fous-toi de ma gueule, connard. Pourtant, moi je suis musicien à la base, donc vous savez, j'aurais dû y arriver les doigts dans le nez. Ben non, j'ai galéré comme un couillon à relire ce poème dans tous les sens pour essayer de trouver les bonnes touches sur le piano. Je vous jure. Et des énigmes, je peux vous dire que c'est pas ça qui manque dans le jeu. Enfin, sachez qu'il existe plusieurs fins dans le jeu qui dépendent de vos choix et vos actions durant la partie, ainsi qu'une fin cachée, la fameuse UFO Ending qui est complètement débile et qui est née d'une blague de certains membres de la Team Silent. Ah, vu. Ah, et une info supplémentaire pour ceux qui veulent approfondir au sujet des armes bonus du jeu. Oui, j'aime couper du bois imaginaire parce que je suis fou. Et à la différence d'un jeu comme Resident Evil, Silent Hill va beaucoup plus loin et s'impose grâce à son parti pris de la terreur psychologique. Cette fois-ci, la peur ne naît pas du gore ou des monstres, mais bien de l'obscurité, des peurs primales de l'homme, de l'horreur suggérée. La suggestion comme procédé artistique de terreur. Voilà une idée développée dans le livre Silent Hill, le moteur de la terreur de Bernard Perron, que j'ai trouvé dans le monde alterné où je me trouve totalement par hasard. Bizarre. Est-ce qu'il y aurait un sens caché à tout ça? Serait-ce des indices qui me rapprocheraient de la vérité? Continuons. Imaginez qu'un jour vous vous réveillez et que vous découvriez que le monde que vous connaissez a complètement changé et que tout a basculé dans le chaos, la folie et que vous ayez perdu tous les repères de la réalité. Qu'est-ce que vous ressentiriez à ce moment-là? Et ben voilà, c'est un petit peu ça que Silent Hill essaie de nous faire ressentir et c'est ça que je trouve absolument terrible dans ce jeu et unique en son genre. Alors oui, Silent Hill c'est aussi un survival horror et le jeu est donc particulièrement violent avec pas mal de jus de tomate. Et comme je sens qu'il y en a qui vont pas tarder à tourner de l'œil, je vous propose une petite page de pub pour se détendre. Cette vidéo est sponsorisée par Cream. Cream, le ketchup au bon goût de l'hémoglobine. Merde! Putain, mais t'es con là, t'as foutu partout. Ah bah t'aurais fait mieux peut-être. Alors pour moi l'idée la plus anxiogène du jeu c'est celle de la radio que vous récupérez dans le bar au début du jeu. Cette radio qui semble ne pas fonctionner émet en réalité des sons parasites et des grésillements à chaque fois que vous approchez d'un monstre. Super stressant. C'est génial comme idée, fallait y penser sérieux. Encore une fois on voit ici l'idée du quotidien ordinaire qui bascule dans l'irrationnel. Et c'est parce que la terreur de Silent Hill prend vie initialement dans la réalité que cela rend cette peur encore plus intense. Il en résulte un gameplay plus ambigu car comme dans tout survival horror, vous devrez rapidement trouver des armes pour vous défendre. Mais ici, le but n'est pas de flinguer tous les monstres mais bien de vous échapper pour survivre, en vous aidant de la radio qui vous sert de repère sonore. Allez tiens, aujourd'hui je me sens d'humeur magnanime, je vous offre encore quelques secondes de gameplay non commenté. Alors comme je l'ai dit précédemment, dans Silent Hill vous allez croiser des tas de créatures en tout genre. Il faut même savoir qu'il y a des monstres qui ont été conçus par la Team Silent et qui n'ont finalement pas été utilisés dans le jeu final, mais que l'on peut découvrir dans des données cachées à l'intérieur du CD-ROM du jeu. Alors puisqu'on parle de monstres, moi j'avoue que j'ai été marqué à vie par les putains d'infirmières avec leurs parasites dans le dos et les médecins dans le niveau de l'hôpital Alchemia.
Franchement, j'ai jamais été fan des hôpitaux, mais alors là, ce niveau, ça m'a dégoûté à vie des hostos, je vous jure. Hein. Tiens, tu m'as fait attendre 2 heures dans la salle d'attente alors que j'avais 42 fièvre, prends ça dans ta gueule. Arrêtez ou je prends pas votre carte vitale, 10 ans d'études, merde. L'autre idée de génie du jeu, c'est le fait que la ville existe aussi dans plusieurs niveaux de réalité. Rapidement, vers le début du jeu, vous allez entendre une sonnerie de caserne retentir au loin. Dès lors, la ville bascule dans le Otherworld ou Autre Monde ou bien Monde Alterné en français. Il s'agit d'un univers parallèle surnaturel qui est une sorte de vision cauchemardesque de la réalité humaine, mais où les décors familiers de la ville sont remplacés par un enfer de tôles rouillées, de tuyauteries défoncées, un cauchemar industriel qui colle parfaitement à la bande-son métallique froide et déshumanisée d'Akira Yamaoka. C'est le truc de gameplay le plus connu de la saga Silent Hill et aussi le plus reconnaissable. Détail intéressant, dans ce monde-là, des zones inaccessibles dans le monde réel sont désormais accessibles et inversement. Et plus le jeu avance, plus on a l'impression que le monde des ténèbres envahit la ville et la dévore progressivement, à tel point que Carrie Mason, au bord de la folie, finit par se demander si tout cela ne serait finalement qu'un gigantesque rêve. Et tout cela à la manière des œuvres littéraires d'Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe ou Clive Barker, qui ont certainement influencé l'ambiance générale de Silent Hill. Bref, âme sensible, s'abstenir. Franchement, si vous êtes un peu fragile, ne jouez surtout pas à ce jeu. Ouais, depuis que j'ai joué à Silent Hill, je peux plus me balader en ville, je peux plus mettre les pieds dans les hôpitaux. D'accord. J'ai peur des infirmières, j'ai peur des radios, j'ai peur des chiens et des Ouais. ptérodactyles. Mais attendez, de quoi vous parlez là mais les ptérodactyles, ça n'existe pas? Mais si, ça existe, j'en ai vu un ce matin. Enfin, j'ai évoqué la musique d'Akira Yamaoka et ça me semble absolument indispensable d'en parler, tellement qu'elle fait partie du gameplay de Silent Hill. Pour Silent Hill, on raconte que ses premiers essais auraient été assez mal perçus par la Team Silent, qui pensait écouter des bugs sur son ordinateur. Sauf que ce qu'ils ignoraient encore, c'est que Yamaoka avait bien prévu d'écrire une musique expérimentale et bruitiste, à la frontière entre le bruit et la musique. D'ailleurs, au niveau de ses influences, Yamaoka cite le compositeur Angelo Badalamenti sur la série Twin Peaks, qui a grandement contribué à l'ambiance de Silent Hill. Et tout ça avec peu de moyens finalement, quand on sait que Yamaoka n'avait même pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter une basse dans le morceau qu'il a écrit pour l'intro du jeu. Pour moi, la musique fait partie du gameplay parce qu'elle propose davantage une ambiance globale ultra immersive qui joue sur les émotions viscérales du joueur tout en restant en fond sonore grâce à son habile camouflage entre son et musique. Dans une autre interview, Yamaoka aurait même déclaré qu'il voulait faire une musique qui donne la sensation de provenir de l'intérieur du corps, un parallèle intéressant avec le thème de la ville qui matérialise les démons qui hantent les personnages qui peuplent Silent Hill. Concernant le choix des sons, il faut savoir qu'une bonne partie des sons créés par Yamaoka ont été samplés à partir d'objets ordinaires rendus méconnaissables. Par exemple, saviez-vous que les sons stridents de la musique du boss final à la fin du jeu proviennent en fait d'une fraise de dentiste dont on a modifié le pitch, en gros on l'a rendu plus aigu, et ralenti plusieurs fois. Ok, je crois que je vais annuler mon rendez-vous chez le dentiste. Quelle idée de génie, il fallait y penser. L'utilisation d'objets de la vie quotidienne incorporés dans une composition expérimentale rendue méconnaissable, décollage sonore étonnant à la manière de la musique concrète de Pierre Schaeffer ou Pierre Henry en France dans les années 50, une façon de déformer la réalité, comme le fait la ville de Silent Hill finalement dans le monde réel qui bascule soudainement dans l'irréel, l'horreur pure, le surnaturel, l'inexplicable. Serait-ce la clé de l'énigme que je dois résoudre pour quitter ce monde infernal dans lequel je suis piégé? Y aurait-il un lien, un fil conducteur entre tous ces éléments? L'approche artistique, la musique, le design incroyable, les inspirations du jeu, la peur psychologique? Il me reste encore un dernier point à aborder, voyons ça d'un peu plus près. Alors pour terminer, je voudrais rappeler qu'on peut pas appréhender l'univers de Silent Hill sans comprendre la multitude de références culturelles et artistiques qui parsèment l'ensemble du jeu de Konami. Alors je vais pas citer la totalité des références parce qu'il y a déjà des tas de sites qui l'ont fait bien avant nous et ça servira à rien de tout redire, mais je vais évoquer au moins les plus connus. L'influence du film L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, quoique c'est surtout flagrant dans Silent Hill 3, le mot Red Rum sur la porte de la station-service en référence au Shining de Kubrick, l'affiche du film Pet Sematary, un cimetière, dans une rue de la ville, les nombreuses allusions aux romans de Stephen King, notamment Carrie et The Mist, les noms des rues en référence à des écrivains et des artistes célèbres, une référence connue dans Silent Hill mais assez bizarre, l'entrée de l'école Midwich qui est calquée sur l'entrée de l'école Astoria dans le film Un flic à la maternelle avec Schwarzenegger.
Ouais. Les influences de la peinture aussi, et notamment les œuvres de Francis Bacon, quoique c'est plus flagrant dans Silent Hill 2 et 3. Les autres références proviennent aussi des religions judéo-chrétiennes ou de l'ésotérisme, et à ce sujet, le jeu est bourré de références. Par exemple, dans le niveau Nowhere à la fin du jeu, certaines portes contiennent des inscriptions comme Béthor, Ophiel, Phaleg, Agit ou Aratron, qui sont des références au nom des 7 esprits olympiens décrits dans le Arbatel des Magia Veterum, un livre de magie datant du XVIe siècle. Selon ces écrits, les 7 esprits olympiens posséderaient différents pouvoirs, mais là on va rentrer dans le domaine de l'hermétisme, une doctrine ésotérique associée traditionnellement aux alchimistes, et ça m'étonnerait franchement que ça soit la tasse de thé de tout le monde. Oh merde, dommage. Mais la présence de ces références ésotériques dans Silent Hill n'est guère anodine, puisqu'il est régulièrement question de rituels, de sectes et de magie noire tout au long de l'histoire. Il y a aussi des références religieuses évidentes, par exemple Samael, le démon que vénère la secte de Silent Hill, est une figure angélique décrite dans la religion juive. Silent Hill, comment vous décrire ce jeu sans être grandiloquent? Pour moi, c'est un jeu unique en son genre grâce à son atmosphère angoissante et psychologique, je l'ai suffisamment démontré, sa façon de jouer sur la suggestion de la peur, sur les peurs primales de l'être humain, les zones d'ombre de la psyché humaine, la folie, les religions déviantes, le satanisme, la magie noire, la maltraitance des enfants, etc. Ça fait quand même beaucoup de thèmes très graves pour un jeu, et pour tout explorer de manière exhaustive, il me faudrait faire une vidéo d'au moins 4 ou 5 heures. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Pour tout explorer de manière exhaustive, il me faudrait faire une vidéo d'au moins 4 ou 5 heures. Attendez, je crois que j'ai compris. Reprenons les indices. Le livre de Silent Hill, le jeu sur PS1, la Team Silent, la musique de Yamaoka, les références artistiques. Mais oui, bien sûr, c'est ça! Souvenez-vous, j'avais déjà parlé de tout ça dans une vidéo que j'avais faite avec Psycho7 sur la psychothérapie. Il me suffisait simplement de m'en souvenir. C'est à ça que servaient ces indices. À m'en souvenir. Les gars, vous êtes là? Y'a quelqu'un? Ouais, super! Les gars, je suis revenu! Bon, il est quelle heure là? Ah putain, voilà, c'est malin, avec tout ça, j'ai loupé l'apéro là. Enfin bon, c'est peut-être pas encore perdu si je me grouille. Bon, les nostalgiques, vous l'aurez compris, Silent Hill, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu du monde des jeux vidéo. Le premier épisode d'une grande série de jeux à succès qui malheureusement prendra fin avec l'annulation honteuse du projet Silent Hills en 2015. Je vous invite fortement à y jouer ou à y rejouer, ainsi qu'à tous les épisodes de la saga également, le monumental Silent Hill 2, le controversé Silent Hill The Room, les épisodes sortis sur la PS2 et PS3, Silent Hill 3, mais aussi le méconnu FPS Silent Hill The Arcade et le homebrew Silent Hill Alchemia Mode créé par les fans. Bon alors en ce qui concerne Talspin, on en reparle dans un prochain épisode, ok? Allez, sur ce, ciao les nostalgiques et Quoi? Oh non, c'est pas possible! Je suis en train de faire un cauchemar! Je vais me réveiller.